C'est le groupe 1. Nous avons comme rapporteur M. Karim Jonathan et nous avons pour tâche comme devoir. On nous a demandé dans le cadre pratique ou dans l'approfondissement du cours de géotechnique de démontrer la relation déduite par Boussinesq pour un élément de matériau soumis à une force P et cet élément de matériau subit un accroissement de contrainte verticale delta sigma en coordonnées rectangulaires. Et on nous a demandé de démontrer cet accroissement en fonction de la profondeur Z. Et le plan sur comment on va procéder pour démontrer cette relation de Boussinesq. Bien avant d'entrer directement dans la démonstration de Boussinesq, il y a des notions qui sont vraiment importantes parce que on va utiliser ces notions pour pouvoir démontrer cette relation. Et parmi ces notions, on va utiliser le principe de superposition. Pour appliquer ce principe, on va considérer un échantillon de sol. Et sur cet échantillon de sol, on va regarder la distribution des contraintes qui va se générer à une profondeur Z suite à un chargement dû à un bâtiment, par exemple. Maintenant, si on dépose un bâtiment sur une surface de sol, ce bâtiment provoque des contraintes à une profondeur, à quelle que soit la profondeur Z qu'on considère, ce bâtiment provoque ou génère des contraintes. Maintenant, ce principe nous dit que dans le domaine élastique linéaire, l'effet produit par l'action simultanée de plusieurs forces est égal à la somme de ce produit par chacune des forces agissant séparément. C'est-à-dire que si j'ai normalement un bâtiment qui agit sur le sol, je peux calculer cette contrainte en prenant à part la contrainte due au poids des terres et aussi la contrainte due aux surcharges séparément. C'est ce que explique normalement ce principe de superposition. Et dans le cadre de ce cours et de cette démonstration, ce qui nous intéresse, c'est de trouver comment déterminer la contrainte due aux surcharges. Parce que depuis l'année dernière, on sait déjà comment calculer la contrainte due au poids des terres. Maintenant, dans le slide suivant, le calcul naturel des contraintes géostatiques, normalement, on va trouver dans cette relation comment déterminer la contrainte naturelle. Parce que cette relation, c'est vraiment important parce que dans la démonstration qu'on va faire, on va utiliser cette relation pour pouvoir acheminer notre démonstration. Pour pouvoir calculer les contraintes qui sont dues aux surcharges, on va considérer deux hypothèses. Parce que lorsqu'on parle d'une surcharge qu'on applique sur le sol, cette surcharge peut être de deux catégories. Ça peut être soit un chargement uniforme ou du moins une charge ponctuelle. Donc, si toutefois le sol est soumis à un chargement uniforme d'intensité Q, alors la contrainte delta Z due aux surcharges, c'est égal à la surcharge qui est appliquée normalement sur ce sol. Et dans le cas contraire, que ce n'est pas une charge uniformément répartie, il faut utiliser d'autres moyens pour pouvoir calculer la contrainte due aux surcharges. Et c'est dans ce sens qu'il y a plusieurs auteurs qui ont illustré des relations. Parmi ces auteurs, nous avons Boussinesq. Et Boussinesq lui-même, il est l'un des auteurs qui a illustré sur les charges qui sont ponctuelles. Et pour ce faire, il a donné des théories qui permettront de pouvoir calculer cette distribution de charges à une profondeur Z. Il a considéré des hypothèses, que ce soit sur le matériau ou que ce soit sur la charge P. Et sur le matériau, parmi ces hypothèses, il a considéré que le sol, c'est un solide semi-fini, c'est-à-dire que c'est limité par une surface de sol horizontale au-dessus et en dessous, c'est une surface infinie. Et normalement, ce matériau est élastique, c'est homogène et isotrope aussi. Et concernant les hypothèses qu'il a fait sur la charge P, il a considéré que cette charge, c'est une charge ponctuelle et que cette charge s'est appliquée perpendiculairement au plan limitant le demi-espace. Pour appliquer la théorie de Boussinesq, il faut que normalement que la charge soit une charge ponctuelle. Bien avant d'entrer dans la démonstration, ça a ses limites et il y a aussi des critiques qu'on fait par rapport avec cette théorie. Pourquoi on parle de limites? C'est parce que lorsqu'on prend un bâtiment, si on applique un bâtiment sur une surface de sol, c'est que ce bâtiment, généralement, c'est une charge uniformément répartie. Et il y a aussi, parmi les critiques, ceux qui ont rapport avec les paramètres de module de Young et module eudométrique. Dans la démonstration, nous avons ce schéma qui traduit les contraintes qui sont induites par une charge ponctuelle P sur un élément de sol Q. Dans ce schéma,
nous avons défini les paramètres suivants, c'est-à-dire que P, c'est la charge ponctuelle appliquée sur la surface du sol, qui est la surcharge. Nous avons Z qui est la profondeur de calcul sur le point d'application de la charge P. Et θ, normalement, c'est l'angle formé par la verticale et le rayon vecteur allant du point d'application de la charge au point de calcul. C'est-à-dire, lorsqu'on considère la verticale entre la charge P et aussi la charge Q que vous voyez dans le schéma. Et R, c'est la distance horizontale entre le point P et la verticale du point de calcul. Grand R, c'est la distance entre le point d'application P et le point de calcul Q. Ce que nous avons fait, comme vous avez vu dans le schéma précédent, on a considéré un repère orthonormé où nous avons l'axe OX, OY, OZ comme présenté dans le schéma et petit r qui se trouve dans le plan OXY, nous l'avons décomposé de la manière suivante. Et nous avons trouvé que R carré c'est égal à X carré plus Y carré. Et nous avons fait de même aussi pour grand R lui-même qui se trouve dans le plan OX lui-même. Nous avons trouvé que grand R carré lui-même, c'est égal à X carré plus Y carré plus Z carré. Et lorsque nous avons regardé l'angle, en appliquant les relations trigonométriques et en considérant, si vous avez bien vu le schéma, que nous avons un rectangle, donc cosinus de ce triangle, c'est égal à Z sur grand R. D'après Boussinesq, la résultante sigma R des contraintes sigma petit r et sigma Z, c'est donné par la formule suivante. À noter aussi que sigma petit r, c'est différent de sigma grand R parce que sigma petit r, c'est la résultante de la contrainte qui se passe dans le plan OXY. C'est-à-dire que sigma et petit r, c'est la résultante de sigma X et sigma Y. Ensuite, sigma grand R qui est la résultante de la contrainte induite par la charge P sur l'élément de sol, c'est donné par la relation suivante, comme vous avez vu. Et d'après les théories vues sur la contrainte géostatique, on trouve que sigma Z, c'est égal à sigma R par cosinus carré alpha. C'est la raison pour laquelle on avait dit que les formules qui avaient rapport avec le calcul des contraintes géostatiques, c'était vraiment important parce que c'est avec cette formule qu'on a pu établir cette relation. Et dans cette relation, ce qu'on a fait, on a remplacé sigma R qui se trouvait dans le deuxième point. On a remplacé dans cette relation et on a trouvé que sigma Z, c'est égal à 3 fois la charge par cosinus de l'angle par cosinus carré sur 2pi R carré. Maintenant, dans la ligne suivante, vous allez voir que ce qu'on a fait, on a juste entré, on avait cosinus alpha par cosinus carré, nous avons donné cosinus cube. Et on sait normalement que dans ce que vous voyez dans le point 1 que nous avons mis ici, c'est que cosinus alpha c'est égal à Z sur R. Et en remplaçant normalement cosinus alpha dans cette relation, et nous avons obtenu l'expression de la contrainte sigma Z en fonction de la profondeur Z. Maintenant, ça, c'était ce que nous avions à démontrer dans l'exercice. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, l'on ne pourrait omettre, c'est un élément très important qui est le facteur d'influence I. Lorsque nous avons cette relation sigma Z c'est égal à 3pi sur 2pi Z carré par 1 sur R sur Z au carré plus 1 le tout exposant sec demi, c'est que on peut poser que le facteur d'influence c'est égal avec toute la partie qui n'est pas la charge. D'où la contrainte normalement verticale sigma Z c'est égal à le coefficient d'influence par la charge P. Ce coefficient d'influence, comme vous avez vu, pour le déterminer, on le détermine généralement dans les abacs à partir de la relation R sur Z. Donc, si on détermine le coefficient d'influence à partir des abacs, à partir des relations R sur Z, on pourra déterminer la contrainte due aux surcharges sigma Z. C'était ce qui nous était donné de démontrer dans le cours en utilisant les coordonnées rectangulaires. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions pour groupe 1? Donc, question pour groupe 1, soit Q0, la surcharge apportée par une fondation. Pour la construire, il a fallu excaver le sol sur une profondeur D. Et donc, à ce moment-là, on va supprimer cette contrainte naturelle, sigma V0, qui est égale à gamma D. On demande de calculer la surcharge apportée par la construction à la fondation. Comment calculer cette surcharge apportée par la construction sur la fondation? À quoi est égal Q? Et je vous remercie pour la question. Si on a un sol et qu'on applique sur ce sol un bâtiment, pour des raisons, on a excavé une partie de ce sol. Donc, la contrainte générée par ce bâtiment, ce sera la contrainte initiale moins la partie qu'on a excavée. Vous avez fait des recherches sur la théorie de Boussinesq. Et cette théorie de Boussinesq est applicable uniquement pour les charges ponctuelles.
Est-ce que vous pouvez me citer d'autres auteurs qui ont travaillé sur les charges ponctuelles également? Oui, il y a eu Westergaard qui a travaillé sur cette théorie aussi. Nous avons Folich, Buisman, Westergaard. Félicitations à tous les groupes qui ont présenté. On a eu d'excellentes présentations.